Mesdames, Messieurs, à présent, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame Dora Fiani, qui est experte en économie. Bienvenue avec nous, bonsoir. Bonsoir. Alors aujourd'hui, en fait, on parle de l'économie égyptienne en 2016. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de projets, on a eu beaucoup de visites pour renforcer les liens économiques avec différents pays, et également plusieurs mesures importantes. Alors, selon vous, quelle était la mesure peut-être la plus importante en ce qui concerne l'économie égyptienne en 2016? Mais il n'y a pas de doute, c'est la flottaison de la livre. D'accord. L'Égypte est passée déjà à 2 reprises au moins, durant les 20-25 dernières années, au travers non pas d'une flottaison complète, mais d'une dévaluation de la livre. Et là, la décision de laisser la livre flotter complètement est de toute évidence la décision majeure, étant entendu que en même temps, il y a toute une série de mesures extrêmement importantes à prendre et qui vont normalement pousser l'économie égyptienne à aller dans le bon sens. Ouais. Alors vous voyez qu'il s'agit d'une mesure qui est tombée au bon moment? Il y a énormément de discussions à ce sujet, comme vous le savez. Il y a beaucoup de personnes qui considèrent que cela aurait déjà dû avoir lieu plus tôt. Il est incontestable que cette décision est prise à un moment où l'Égypte est face à des challenges formidables et que, de façon générale, c'est le genre de mesure que l'on prend quand l'économie se porte mieux. Mais là, de toute évidence, on peut considérer effectivement qu'il aurait fallu faire cela plus tôt. D'un autre côté, il est certain que cela coïncide aussi avec la terminaison des négociations avec le Fonds monétaire international. Et de ce fait, je pense que c'est une bonne chose que la décision soit prise et qu'elle soit absolument, je veux dire, complète et définitive et sans demi-mesure, parce que de façon générale, les experts économiques considèrent qu'il vaut mieux avoir un choc formidable, mais en une seule fois, plutôt qu'une série de chocs qui fassent qu'il n'y a jamais de véritable reprise. Oui, exactement. Voilà. Alors, vous avez parlé du FMI. Je crois qu'une autre décision importante, c'était le prêt du FMI. C'est vrai que aussi ça a suscité une grande polémique, mais à la fin, on a signé l'accord. Comment vous trouvez que ça va influencer l'Égypte et l'économie de l'Égypte? Eh bien, il y a déjà une chose qui est très importante, c'est que nous avons déjà eu un accord avec le FMI auparavant, dans les années 90, et il est certain que cela a aidé considérablement à assurer un démarrage de l'économie, essentiellement parce que la présence du Fonds monétaire international vous oblige à une discipline que souvent certains responsables essaient d'éviter, parce qu'évidemment, la discipline financière et la discipline fiscale n'est pas quelque chose de très agréable. Et que de ce fait, la tentation de ne pas vraiment suivre exactement les règles est très forte. Donc, là, dans ce sens-là, c'est vraiment tout à fait nécessaire. Alors, plusieurs analystes également estiment que ce prêt était bien pour les investissements aussi, parce que c'est un bon signal pour les investisseurs que voilà, ce pays commence à vraiment progresser, commence à se développer. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ces analyses? Ce qui est certain, c'est que le fait de prendre ce genre de décision, la flottaison de la livre, les accords avec le FMI sont des garanties qui sont données aux investisseurs, non seulement étrangers, mais les investisseurs égyptiens également, de pouvoir de confiance. Essentiellement parce que les investisseurs, en réalité, les avantages de l'Égypte sont évidents. On est bientôt 100 millions d'habitants. Et cela va continuer, ce qui fait que nous représentons un marché important et dans une région qui a des demandes importantes. Donc, sur un plan de potentiel économique, c'est intéressant. D'autre part, on a une économie très diversifiée. Donc, les opportunités d'investissement sont là. Ce qui manquait, c'était un contexte stable. Parce que
par définition, tout investissement a besoin de faire des projections à court, moyen et long terme de retour sur investissement. Donc, dans un environnement qui n'est pas stable, il n'est pas possible de faire ce genre de plan. Exactement. Le défi maintenant réel sera de vraiment démontrer, mais quotidiennement au niveau des Égyptiens, les aspects positifs de cette situation qui est évidemment très très difficile à vivre pour tous les Égyptiens, il n'y a pas de doute. Ouais. Alors je crois que puisqu'on parle d'investissement, on ne peut pas ne pas parler de la loi de l'investissement. C'est vrai qu'on en a parlé depuis toujours, mais apparemment il y a pas mal de temps, on a commencé à vraiment avoir une idée plus claire de cette loi et l'importance d'avoir une telle loi. À vrai dire, en tant qu'expert, et merci de me qualifier d'expert, je trouve franchement tout à fait étrange que nous en soyons à encore discuter d'une loi sur les investissements. D'accord. La première loi favorisant les investissements a quand même été mise en place au début à la fin des années 70, début des années 80. Il n'y avait pas de raison évidente qu'il faille modifier cette loi, et surtout, ce qui n'est pas du tout évident, c'est une opinion qui me semble évidente, c'est la nécessité de mettre autant de temps à revoir une loi sur les investissements. Je veux dire qu'à partir du moment où s'il y avait eu plutôt un véritable dialogue dès le départ avec les entités qui vont appliquer la loi, c'est-à-dire si le secteur privé avait été intégré dans la réflexion dès le départ et d'une façon systématique et ordonnée, je pense que nous aurions pu avoir une loi en place depuis déjà quelque temps. Ouais. Et là, les choses ont vraiment beaucoup trop duré. Ouais. Alors, on a commencé cette édition par la décision du gouvernement, ou plutôt le fait que le gouvernement table sur une croissance de 5% en 2017-2018. Est-ce que vous croyez que qu'on pourra parvenir à ce pourcentage, ou ce serait difficile pour cette année avec toutes les mesures qui nous entourent? Je pense que c'est faisable à partir du moment où il y a un effort et l'accent beaucoup plus mis au niveau des petites et moyennes entreprises. Parce qu'en réalité, c'est au niveau des petites et moyennes entreprises que se crée le plus de jobs. Et il est extrêmement important d'avoir pas seulement des mesures financières, parce qu'effectivement, les programmes mis en place par la Banque centrale sont vraiment très intéressants. Donner du 5% aux PME, c'est formidable. Ouais. Mais l'ensemble des mesures qui doivent accompagner ces PME, PMI sont extrêmement importantes. Il y a un gros travail à faire au niveau du développement de stratégies sectorielles, de travail au niveau des chaînes de valeur et des filières, de façon à mettre en œuvre et à promouvoir les activités, les secteurs où les PME, PMI sont requises, et de leur donner un soutien technique, managérial et marketing pour les aider à démarrer le plus tôt possible. Oui. Alors, vous trouvez qu'on a besoin de beaucoup plus d'efforts en ce qui concerne les PME? Absolument. Oui. Absolument. C'est vraiment là où il y a le plus de problèmes. Et encore une fois, ce n'est pas seulement les aspects administratifs et bureaucratiques. C'est le soutien, un soutien de qualité. C'est la formation, vous voulez dire, des jeunes peut-être? La formation, mais également l'accompagnement. D'accord. La possibilité pour des jeunes, ou pas forcément des jeunes d'ailleurs, mais qui lancent une affaire, de pouvoir avoir recours à des spécialistes pour les obtenir leur avis, pour les aider, pour organiser leur activité. Et surtout, pour les aider à commercialiser leurs produits. Ouais. Alors, vous voyez que les PME, ce serait aussi un moyen très efficace pour le chômage, beaucoup plus important peut-être que... C'est le seul
Le seul. C'est le seul. C'est vrai. Et ce n'est pas seulement cela, il y a aussi un énorme travail de promotion, d'information. Et là, les médias et la maison où nous sommes a une responsabilité majeure pour promouvoir la notion de, je vais utiliser un mot anglais, de self-employed, c'est-à-dire de travailleurs libres. D'accord. Et il ne s'agit pas de proposer des choses qui n'existent pas, il suffit de faire, par exemple, des enquêtes auprès de la quantité très importante d'Égyptiens, et hommes et femmes, qui travaillent à leur compte, qu'ils soient ou pas déclarés, ça c'est un autre sujet. Mais par exemple, la quasi-totalité des fermiers égyptiens sont en fait des petits entrepreneurs. D'accord. Ils risquent leur fortune, leur bien à chaque saison, chaque fois qu'ils produisent et qu'ils cultivent. À côté de cela, il y a toute une série d'autres activités dans le domaine des services et autres. Et donc, il y a un énorme travail de promotion de la valeur du travail libre et d'être, en deux mots commençant, son propre patron. Il y a un gros travail d'information, de promotion sur le plan de changement des mentalités, des attitudes, mais aussi en même temps de mettre en place des structures, pas seulement au niveau du Caire, mais au niveau de chaque district, de chaque markaz, pour littéralement aider les gens à démarrer dans la vie dans de meilleures conditions. Oui, c'est vrai. Alors en fait, parmi aussi tout ce qui a été fait en 2016, on parle de plusieurs grands projets pour l'Égypte. Bien sûr, il y a ce grand projet dans le domaine de l'agriculture. Alors, bien sûr. Pour commencer par l'agriculture, comment vous voyez aussi le travail dans ce domaine? C'est, à mon sens, l'agriculture. Il y a les deux principales ressources de l'Égypte sont l'agriculture, mais au sens global du terme, c'est-à-dire l'ensemble de la filière agricole, la transformation des produits agricoles, le transport, la logistique, la commercialisation. Tout ceci, c'est déjà 50% de l'économie égyptienne. L'autre potentiel égyptien, c'est le tourisme. Mais si on revient à l'agriculture, le grand projet des 1,5 million de Fédan, il ne faut pas le voir comme étant un projet agricole. Il faut comprendre que c'est en fait la base de toute une stratégie de développement industriel, commercial et de services, où les jobs vont être créés, parce qu'il y a en amont toute la préparation des terres, et ensuite il y a toute la transformation. Il se trouve que j'étais à Siwa. Toute une industrie, bien sûr. Bien sûr, et j'étais à Siwa pour les fêtes de Nouvel An. Et il y a dans les boutiques des produits faits par des gens de la région qui font, par exemple, de l'huile d'olive, qui font des confitures. Bon, tout ça, c'est du travail artisanal. C'est à ce niveau-là que les jobs vont être créés. C'est la transformation du produit agricole, c'est son transport, c'est sa distribution, et ceci va en même temps permettre de résoudre les 30 à 40% de pertes de produits que l'on subit tous les ans, parce que la transformation agricole, c'est-à-dire tout ce qui vient après le fait qu'on ait récolté ce qu'on a cultivé, qui a énormément besoin de développement. Oui, exactement. Alors, si vous permettez, nous avons avec nous en ligne maintenant Madame Passant Fahmi, qui est experte également en économie et qui est membre du Parlement égyptien. Alors, bonsoir Madame Passant, est-ce que vous m'entendez bien? Madame Passant? C'est une amie. Oui, c'est vrai. Je ne m'entends pas, madame. Alors, est-ce que vous m'entendez? Un peu mieux, oui. D'accord. Alors, Madame Passant, aujourd'hui, on parle de l'économie égyptienne en 2016, les principales décisions et les principaux projets également. Alors, selon vous, la décision la plus importante, la décision économique, bien sûr, la plus importante en 2016? Si on parle du budget, toutes les décisions qui ont été faites pour adresser le budget et établir
si vous voulez, un environnement un peu plus attirant pour les investisseurs, à mon avis, c'était les décisions les plus importantes, c'est-à-dire en ce qui concerne le déficit, en ce qui concerne l'inflation, en ce qui concerne tout ce qui concerne les macros, si vous voulez, indices de l'économie. Ouais. Et aussi la politique monétaire qui a été échangée aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas sur le niveau politique fiscal seulement, mais aussi la politique monétaire. Ça, ce sont les décisions, ou les deux décisions qui sont les plus importantes, à mon avis, en 2016. La politique monétaire, vous voulez dire la dévaluation de la livre égyptienne, la libération? Dévaluation et toutes les décisions qui ont été prises pour adresser un tout petit peu de déficit qui existe sur le macro, les macro-indices de l'économie, c'est-à-dire l'import, l'export, le niveau de réserve à la Banque centrale, la valeur de la monnaie, on a un seul prix maintenant pour la monnaie et c'est dans le système bancaire. C'est-à-dire toutes les décisions qui ont été faites en ce qui concerne la politique fiscale et la politique monétaire. Ouais. Ça, ce sont les décisions vraiment les plus importantes, à mon avis, durant l'année 2016. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez du prêt du FMI également, Madame Passante? Mais ce sont ces deux décisions-là qui ont facilité les négociations avec le FMI. C'est-à-dire, sans ces deux décisions, je pense que ça aurait été très difficile d'avoir le prêt du FMI. Et ils ont, si vous voulez, facilité le chemin de la négociation parce qu'on avait beaucoup de problèmes sur le niveau de l'économie, du macroéconomie et aussi du micro. Le niveau du micro, ça n'a pas été travaillé durant 2016. Je pense que durant 2017, la base est là et ça va commencer. Mais en 2016, tout ce qu'on a fait avec le FMI, bien sûr, ça va nous aider à établir un environnement plus attirant pour les investisseurs. Ouais. Alors, selon vous, Madame Passante, qu'est-ce que vous voyez comme projet économique ou quel est le projet économique le plus important en 2016? C'est l'infrastructure. C'est-à-dire pour avoir une base, pour développer l'économie, on doit avoir une base d'infrastructure assez avancée, c'est-à-dire les routes, les chemins de fer, les ponts, l'énergie. On a bien travaillé sur l'infrastructure. C'est pas suffisant, ça doit continuer, mais on a si vous voulez, on a fait un effort qui n'est pas mal du tout. Et c'est ça, à mon avis, qui est le projet le plus important. Et il faut continuer sur le niveau de l'infrastructure parce pour avoir une économie développée au XXIe siècle, on doit avoir une base d'infrastructure assez solide. Bien sûr, l'énergie est très importante, les routes, les chemins de fer, recherche de l'eau, et aussi le gaz, le pétrole. On a fait beaucoup d'efforts durant 2016. C'est pas suffisant, je répète, mais ça aussi, ça a été très important. Alors, Monsieur le Président, au cours de son dernier discours, il a dit que dans 6 mois, on va voir une amélioration dans la vie en Égypte. Alors, à quel point, selon vous, la vie quotidienne va s'améliorer dans 6 mois? On travaille sur des projets qui touchent la classe modeste et la classe moyenne, toutes les classes, mais c'est-à-dire l'agriculture, la pisciculture et les industries qui sont basées sur ces deux, aussi l'énergie et l'industrie basée sur ces deux, et l'énergie et le pétrole. C'est-à-dire en ce qui concerne l'agriculture et la pisciculture aussi, on a vu ça il y a quelques jours, ça c'est très important pour avoir au moins le nécessaire. Et que l'Égypte ne continue pas à importer tout ce qu'on a besoin, commençant du plat de fèves, l'huile, le blé, tout. Alors là, il y a une stratégie nouvelle pour adresser les problèmes sur le niveau de l'agriculture et de la pisciculture. Et c'est pour cela que Monsieur le Président a mentionné que durant 6 mois, tout le peuple va sentir qu'il y a eu un changement sur ce niveau et les prix peuvent facilement diminuer. Et quand je dis l'agriculture, c'est pas seulement l'agriculture, c'est-à-dire les plantes, mais aussi il y a l'élevage et tout ce qui est attentif. C'est la même opinion de Madame Fiani. Je vous remercie infiniment, Madame Passante Fahmy. Merci.
Bon fait à vous, merci. Alors, Madame Fiani, en fait, l'autre grand projet aussi important, c'était la pisciculture, dans le domaine de la pisciculture. Bien Alors, Pardon. on se demandait comment, jusqu'à présent, on n'avait pas un si grand projet dans ce domaine avec 2 mers, le Nil et tout. C'est vraiment dommage. Absolument. Et c'est d'autant plus que je vais vous donner une information que peu de personnes connaissent, et qui est le fait que l'Égypte est déjà le premier producteur de poissons d'élevage, donc aquaculture, dans toute l'Afrique, ce qui est absolument incroyable. Ouais. Et effectivement, il y a un énorme potentiel à développer. Et encore une fois, comme je vous le disais, la pisciculture, c'est le départ. C'est-à-dire que c'est la production du poisson. Mais il y a toute la chaîne de la transformation qui est extrêmement importante à développer et qui, là aussi, va représenter des opportunités de création de petites et moyennes entreprises extrêmement nombreuses. Depuis la préparation, par exemple, la congélation du poisson, le fait de créer, je donne juste des petits exemples en passant, de créer des petites unités de production de glace, là où se trouvent les différentes zones de fermes piscicoles, puis la transformation en plats préparés, le transport, par exemple des unités, par définition, de camions réfrigérés pour assurer le transport, et ainsi de suite. Je veux dire que, et c'est ce que je disais par une approche stratégique et le fait de donner aux PME, PMI, justement, les moyens d'identifier les opportunités de projets et de ce fait de développement qui puissent les aider. Oui. Alors, dans le domaine de l'énergie aussi, il y avait plein de travail au cours de 2016. On commence à vraiment parler de l'énergie solaire, l'énergie de différents genres d'énergie. Alors, comment vous voyez aussi le travail dans ce domaine? Il est certain que là, cela relève beaucoup plus d'investissements capitalistiques plutôt que d'activités PME-PMI. Mais incontestablement, il est extrêmement important que nous cessions d'importer nos besoins en énergie. C'est une nécessité absolue. Et de ce fait, l'énergie solaire, au niveau de l'agriculture, plus que nous en parlions, tout ce qui est transformation des déchets agricoles, le biogaz, etc., tout ceci doit être encouragé le plus vite possible et d'une façon vraiment très, très, très rapide, de façon à, d'une part, cesser d'importer de l'énergie, mais et de ce fait, de la même façon, de diminuer le plus vite possible le coût en termes de subventions qu'assume l'État. Ouais. Est-ce que vous voyez qu'avec ces grands projets, surtout en ce qui concerne l'énergie, soit solaire ou éolienne par exemple, on pourra exporter un jour l'énergie? Parce que, par exemple, un expert en énergie m'a dit une fois qu'avec le soleil qu'on a en Égypte, on peut fournir de l'énergie au monde entier si on commence à voir les bons projets pour cela. Absolument. Ouais. Et il y a lieu de se poser la question, pourquoi est-ce que l'on n'a pas investi dans l'énergie solaire plus tôt? Ouais. L'Égypte se trouve être l'un des pays au monde, dans certaines zones, en particulier dans le désert occidental, où il y a un potentiel de radiation de rayons solaires absolument extraordinaire. Et incontestablement, l'énergie est un secteur majeur de développement pour l'Égypte. Ouais. Alors, le domaine aussi de construction, surtout le fait de construire de nouvelles villes pour les gens qui vivent surtout dans les bidonvilles, a été très actif également en 2016. On a vu plusieurs nouvelles cités qui ont été créées pour cela. Alors, le fait de travailler en parallèle, c'est-à-dire les grands projets économiques et tout, et en même temps, on travaille pour les services, pour les gens qui ont assez de moyens. Il y a eu un énorme travail de fait au niveau des investissements en infrastructure, comme Passante le disait. Ce qui a besoin d'être développé maintenant,
D'une part, c'est les services, et là aussi on retrouve l'opportunité de créer des emplois, Ouais. tous les services qui vont de pair avec la vie d'une ville. Et aussi bien au niveau de la capitale administrative. C'est ce qui serait, me semble-t-il, important, et de faire une analyse et des catalogues d'activités à développer, à proposer aux jeunes, encore une fois, pour créer les différents types de services qui vont de pair avec la création de nouvelles zones d'habitation. Ouais. Alors, il y a bien sûr des travaux qui relèvent d'investissements tels que les transports, mais il y a l'ensemble des services de vie qui sont reliés à la mise en place de villes nouvelles qui sont extrêmement importants. Oui, exactement. Alors, vous avez mentionné aussi la nouvelle cité administrative. L'importance, selon vous, d'avoir finalement une telle cité? Si la cité va effectivement permettre de sortir du Caire la totalité des activités qui n'ont pas lieu d'être au Caire, surtout que maintenant, avec les technologies de l'information et la fibre optique qui est installée partout, on n'a plus besoin d'être physiquement quelque part pour exécuter un travail. Cela va être vraiment tout à fait formidable. D'une part, parce que la nouvelle cité administrative, la nouvelle capitale administrative sera par définition équipée des dernières technologies, mais aussi parce que cela va permettre enfin de réhabiliter le Caire et la beauté du Caire qui est en soi un potentiel touristique, un diamant qui attend d'être mis en valeur. Oui. Alors, puisqu'on parle du Caire et de la beauté du Caire et le tourisme, alors bien sûr, le domaine du tourisme, est-ce que vous voyez qu'on a déployé assez d'efforts dans le domaine du tourisme? C'est vrai qu'on a des problèmes, les touristes ne viennent pas, mais je crois que maintenant, avec les attentats et les problèmes partout dans le monde, on n'est pas le seul pays à avoir des problèmes pareils. Alors pourquoi nous avons toujours des problèmes à faire revenir les touristes? Est-ce qu'on doit avoir plus d'efforts? Est-ce qu'on doit changer de tactique, peut-être, de stratégie en ce qui concerne le tourisme? Vous avez raison. Je crois qu'on a un effort à faire à deux niveaux. L'un qui est sur le plan extérieur, qui est que incontestablement, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre action au niveau de la publicité, des relations publiques, de la communication en général et de la perception que l'on donne du pays. Je veux dire que si l'on compare, par exemple, ce qui se passe, qui est dramatique en Turquie, avec ce qui s'est passé en Égypte, si l'on compare les taux de perte de tourisme, c'est dans une proportion de 1 à 5. Je veux dire s'il y a eu une baisse en Turquie de 1, en Égypte, elle était de 5. Alors qu'en termes de drame, on ne peut pas dire, enfin c'est terrible de comparer des choses aussi épouvantables, mais en termes de drame, on ne peut pas dire que nous ayons eu des drames plus importants que ce qui se passe en Turquie. Donc cela veut dire clairement que notre communication n'est pas ce qu'elle devrait être. Mais je voudrais rajouter un autre aspect qui est tout aussi important et qui est que nous ne faisons absolument pas, et là je tiens à vraiment faire passer un message, absolument pas ce que nous devons faire sur le plan intérieur pour donner à l'ensemble des touristes que nous souhaitons attirer l'image d'un pays qui est un beau pays, qui aime les touristes et qui est accueillant pour les touristes. Je voudrais vous donner un exemple. Dans mon activité où j'ai la charge j'ai créé une ONG et nous sommes très actifs dans justement le domaine de la promotion agricole et de création de réseaux de marketing agricole pour les fermiers. Donc nous participons régulièrement à toutes les expositions et événements qui ont lieu dans ce secteur. Il y en a à peu près en moyenne 4 à 5 par an dans le secteur agricole, qui ont tous lieu au Centre de conférences internationales, qui est la responsabilité du ministère du Tourisme, qui est l'une
des activités du ministère du Tourisme, ce qui veut dire que par définition, puisqu'il y a des visiteurs étrangers, des exposants étrangers, c'est la vitrine du tourisme business. Or, le tourisme business, comme tout le monde le sait dans le monde entier, représente l'un des plus hauts revenus. L'état de ce centre de conférence, la mauvaise gestion, la saleté, c'est au-delà de l'acceptable. C'est littéralement inadmissible. Et je trouve ceci comme étant véritablement un exemple de ce qu'il ne s'agit pas de remplir des chambres d'hôtel. Le tourisme, ce n'est pas ça. Le tourisme, c'est l'ensemble d'un pays. C'est l'image d'un pays au travers de chaque personne qui est en contact avec nos hôtes, avec nos visiteurs. Et malheureusement, si on se rend dans les différents sites touristiques, l'environnement d'accueil du touriste, c'est la même chose. Malheureusement. Alors, je vous remercie infiniment. Madame Dora Firani, je rappelle, vous êtes experte en économie. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci, madame, monsieur. C'était tout pour cette édition de Direct. Rendez-vous demain, une nouvelle édition. Bonne soirée.